Bonjour, bonsoir Simon, j'espère que tu vas bien. Je vais d'abord lire la France contemporaine. Il y a un peu de bruit dans la rue, donc ne fais pas attention. Alors nous avions fait le relief, les fleuves, les rivières, etc. On a les grands fleuves les plus importants comme la Seine, le Rhône, la Garonne, le Rhône ici, la Loire, et les petites euh, comment on appelle ça, les petites rivières ou les affluents, etc. Donc nous avions fait ça, nous avions fait le climat également, ok. Et j'avais des problèmes pour ouvrir quelques pages, mais j'ai pu faire le travail quand même. Donc ici on a les climats en France, hein, donc on a différents climats. Climat atlantique, le climat montagnard qui est là et ici, avec le Massif central, également ici, avec les Alpes, ok, et le climat méditerranéen qui ne concerne que le sud. Voilà. Bon, en général, hein, 35 degrés Celsius, 95 degrés Fahrenheit, 5 degrés Celsius, 41. Donc, à mesure que la température monte ou descend de 5 degrés sur l'échelle Celsius, elle monte ou descend de 9 degrés à l'échelle Fahrenheit. Okay. Elle monte ou descend de 9 degrés. Les États-Unis sont un des rares pays du monde à se servir de l'échelle Fahrenheit. Ok. Ensuite, ici, on a quelques questions, hein. Quel est le fleuve le plus long de France? On ne va pas faire ça. On va directement aller dans Paris et la vie urbaine. Paris, ville tentaculaire, avec plus de 12 millions d'habitants. Je vais mettre comme ça et je vais agrandir un peu. Avec plus de 12 millions d'habitants dans son agglomération, plus d'habitants que dans toute la Belgique et toute la Suisse, Paris est la deuxième ville d'Europe après Londres. Un Français sur 5 habite la région parisienne, c'est-à-dire la ville de Paris et l'agglomération qui l'entoure. Pour trouver un équivalent aux États-Unis, il faudrait réunir les villes de Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington avec toute leur agglomération afin de pouvoir dire qu'un Américain sur 5 habite dans cette région. Aucune ville américaine n'a la même importance dans la vie américaine que Paris dans la vie française. Paris est non seulement la capitale politique et de loin la plus grande ville de France, mais c'est aussi la capitale culturelle du pays. À Paris se trouvent les musées les plus riches en acquisitions, les grandes maisons d'édition, les studios de cinéma et de télévision, et le centre de la vie artistique, théâtrale et musicale. Paris est le plus grand centre industriel et commercial, 75% des entreprises y ont leur siège, et le plus grand centre universitaire de France, un quart des étudiants français font leurs études à Paris. Paris est aussi le centre du réseau de transport, les chemins de fer, les autoroutes et les routes aériennes rayonnent en structure d'étoiles dans toute la France à partir de Paris. La vie est chère à Paris, mais les salaires sont plus élevés qu'en province. La province signifie le reste de la France. Pour toutes ces raisons, Paris est une ville tentaculaire, c'est-à-dire une ville qui touche à tous les domaines et qui attire les gens de tous les coins de France. En effet, 60% des Parisiens sont nés en province, mais ils sont venus s'installer à Paris pour trouver du travail ou pour se lancer dans une carrière. Pour ouvrir une entreprise, c'est mieux d'être à Paris, honnêtement. On voit donc que la France, par rapport aux États-Unis, est un pays extrêmement centralisé dans la mesure où la ville de Paris représente le centre du pays. Pour comprendre cette centralisation, il faut remonter dans son histoire. Donc un peu d'histoire, on fera ça la prochaine fois. Maintenant, je vais lire un peu de communication progressive du français. Bon, il faut vraiment qu'on le fasse, hein. Euh, Ici, je pense que nous l'avons fait. Comment ça marche? Ça, on l'avait fait. On l'avait fait. Bon, c'était... ok. Ici, une personne qui a perdu... Enfin, cette personne a volé le portefeuille de ce monsieur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé quand et où? On m'a pris, on m'a agressé dans la rue. Ok. Quand une carte bancaire ou un chéquier sont volés,
on doit immédiatement téléphoner à sa banque pour faire opposition, c'est-à-dire bloquer le compte. Les papiers sont la carte d'identité, le passeport, les documents pour la voiture, etc. Vos papiers, c'est ce que demande la police. Okay. Vos papiers, s'il vous plaît. Et ça arrive souvent, hein. Dans le métro de Paris, ça arrive. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes à la gare routière, la gare SNCF. C'était Paris, la gare du Nord. On a failli me voler mon sac. Et heureusement que ma tante était là pour m'aider. Alors, on va faire ce dialogue au bureau d'assurance. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord, alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés. Je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord, l'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Voilà. Comment le dire? J'ai eu un accident de la route, de la circulation. Je suis responsable, je ne suis pas responsable de l'accident. C'est tout un problème en France d'être responsable ou pas responsable. J'étais au feu rouge, j'étais sur l'autoroute, dans la rue. Je roulais à 50 km à l'heure. Quelqu'un m'a coupé la route, quelqu'un a heurté mon véhicule. J'ai essayé de freiner, mais j'ai essayé de l'éviter, mais l'arrière, ou alors l'opposé, l'avant, la portière, et ou sont enfoncés. Le phare avant droit est cassé. Je ne peux plus ouvrir le coffre, la portière. Il y a un blessé léger, un blessé grave, un mort. On a appelé les pompiers, une ambulance, la police. Les Français disent souvent à tort « je » pour ma voiture. Je suis garé dans la rue. Il m'a embouti. Et c'est vrai, c'est très vrai. Un constat à l'amiable est le document que les conducteurs remplissent après un accident sans gravité. Alors relisez le dialogue, ci-contre, et choisissez la bonne réponse. Le monsieur a eu un grave accident. Il n'est pas responsable de l'accident. La voiture du monsieur, alors je ne me souviens plus. J'étais dans ma voiture arrêté à un feu rouge, donc il était arrêté. La voiture du monsieur était arrêtée quand il a eu son accident. Sa voiture est abîmée à l'arrière et l'assurance accepte de rembourser le monsieur. Okay. Associez chacune des phrases suivantes à une situation. Une voiture a heurté mon véhicule. On parle d'un accident de la circulation. Il y avait tous mes papiers dedans. On parle du vol d'un sac à main. Je ne peux plus ouvrir la portière. Bon, accident de la circulation. J'ai déjà fait opposition. Vol d'un sac à main. Le choc a été assez violent. Accident. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Accident. On peut dire aussi un vol, hein, on ne sait jamais. Nous avons fait un constat à l'amiable. Accident. J'étais au cinéma, je n'ai rien vu. Un vol. Il ne m'a pas agressé. Un vol. Tout l'avant de la voiture est enfoncé. Un accident. Complété par un verbe approprié. Je viens d'avoir un accident de la circulation. Dites-moi ce qui s'est passé. Le camion a heurté mon véhicule. Nous avons fait un constat à l'amiable. Je ne peux plus ouvrir ma portière. L'assurance va rembourser la réparation. Rembourser, je pense que ouais, rembourser. Ici, on peut faire une simulation. Ok, la prochaine fois, je lirai « Je suis si fatiguée », donc c'est à la pharmacie et dans la rue. On va faire un peu de grammaire avant de faire la transcription. Je voudrais
qu'on continue un petit peu. On va faire un peu d'impératif à la page 134 du livre et 136. D'accord? Donc ici, on a 3 types d'impératifs, ok? On a des irrégularités, mais généralement, on va utiliser les verbes conjugués par tu, nous, vous. Tu pars, pars. Nous partons, partons. Vous partez, partez. Ok? Donc on utilise impératif pour donner une instruction, un conseil ou un ordre. Attachez vos ceintures. Mangez des fruits. Ne bougez pas. Pas de S à la deuxième personne du verbe en ER et du verbe aller. Regarde, écoute, va. On a des exceptions. Mais devant en et i, on garde le S. Parle-en, pense-y, vas-y. Okay, euh, pour avoir la liaison. Okay. Ensuite, les verbes être, avoir, savoir et vouloir ont un impératif irrégulier. Être, sois tranquille, soyons prudents, soyez heureux. Avoir, aie confiance, ayons du courage, ayez l'obligeance. Savoir, sache que je suis là. Sachons répondre et sachez accepter. Veuillez patienter, vouloir, et veuillez insérer votre carte. Okay. À la forme affirmative, les pronoms se placent après le verbe. Donc ça, c'est important. Écoute-le, écoute-les, écoute-la si tu veux. Téléphone-lui, téléphone-leur, allons-y, prends-en. Donc le pronom est après. Okay, on verra que le pronom revient en avant quand on a la forme négative. Okay. Alors attention à me, te, moi, toi, hein, téléphone-moi, lève-toi, dépêche-toi. À la forme négative, les pronoms restent devant le verbe sans changer de forme. Ne me téléphone pas, ne lui téléphone pas, ne te lève pas, ne t'inquiète pas. Okay. Donc ici, on a des impératifs normaux, manger des fruits, respirer, EZ, hein, faites du sport, soyez positif, ayez confiance. Ne mangez pas de la viande, ne fumez pas, ne prenez pas du poids, ne soyez pas négatif et n'ayez pas peur. D'accord ? Ici, on a j'ai besoin d'un dictionnaire, donne-moi un dictionnaire s'il te plaît. Khaled a besoin d'un classeur, donne-lui. Marie a besoin d'un stylo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? A besoin, donne-lui, hein, voilà, donne-lui un stylo. Les étudiants ont besoin d'un livre. Donne-leur un livre. J'ai besoin d'une feuille. Donne-leur, donnez-leur une feuille. D'accord. Donc ici, assieds-toi, concentre-toi, dépêche-toi, détends-toi, ne te décourage pas. Okay. Et ici, donnez 2 types de réponses, puis imaginez d'autres dialogues. Je n'ai pas envie de téléphoner à Louis. Eh bien, ne lui téléphone pas. Je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Eh bien, n'y va pas. Je n'ai pas envie de prendre du thé. Alors, n'en prends pas. Je n'ai pas envie d'écrire à mes parents. Alors, ne leur écris pas. Je n'ai pas envie d'inviter les voisins. Alors, ne les invite pas. Okay. Là, on a vu le conditionnel, hein, on a vu pas mal de choses ici. Il va falloir qu'on revoie un peu les relatifs. Et puis après les relatifs, voilà l'interrogation, ça c'est pas très difficile. On voit un peu ce qu'il y a après. La négation, donc ne jamais, ne plus, ne aucun. On l'avait fait ça, on peut le revoir. Et puis le discours indirect au présent. C'est ce qu'on pourra faire la prochaine fois, d'accord, si on a le temps. Alors maintenant, la transcription. La transcription, c'est ici, voilà. On se croirait en Angleterre parce qu'il pleuvait la dernière fois. Je pensais que l'hiver était terminé. C'est humide parce qu'il pleut. On avait parlé du Texas. Le Texas, c'est très 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 chaud durant l'été.
Donc on va dire il fait humide maintenant, il fait humide, ou alors c'est humide, d'accord? C'est un temps humide. La température n'était pas très élevée, ok? Donc on avait parlé en fait des gazons de l'Inde euh, qui sont verts en Angleterre à cause de la pluie, ou grâce à la pluie. En France, on a beaucoup de parcs, mais c'est un peu moins vert, donc on a un peu de sable avec des petits cailloux. Je ne sais pas si c'est pour faire des économies ou c'est le style français, mais l'eau est très chère en France, donc je pense que c'est pour faire des économies, je crois. C'est simplement une idée, hein, ce n'est pas vraiment je ne sais pas exactement. Le jardin du Luxembourg est très vert. Ok. Les gens sont engagés dans la vie urbaine à Paris, donc tout ne doit pas être vert. Voilà, on a euh, comment dire, l'idée que Paris doit être un petit peu avec du ciment, du béton, etc. Voilà. Les Parisiens sont plus attirés par la vie urbaine. Avoir une vieille maison ou une maison à Paris, c'est très cher. Ok. Une maison à la campagne, moi j'aime bien la campagne, mais pas tout le temps. Voilà, j'aime bien me retirer de temps en temps. J'aime bien cultiver les fleurs, j'aime bien cultiver les arbres. C'est ennuyant, c'est vrai, c'est ennuyant de vivre à la campagne. En 2 jours, j'ai tout vu et c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai besoin aussi de l'activité urbaine, d'aller au café, d'aller au supermarché, d'aller dans différents endroits. C'est plus actif. Et à la campagne, il n'y a rien. Il y a rien. Et la mentalité est un peu bizarre. J'adore me promener dans les rues de Paris, faire des randonnées, to hike. Euh, Tu as des amis qui ont une ferme en dehors de Londres. Ils ne sont pas fermiers, mais ils aiment s'occuper des chevaux. Euh, on avait parlé de la Syrie, ok, de l'attaque de Donald Trump. Il y a des raisons pour attaquer la Syrie, hein. On va voir. Well, in English, I like to say follow the money. I don't think there is like a real, you know, humanistic reason. Il y a des raisons pour attaquer la Syrie. To launch, lancer. Les attaques chimiques contre son peuple. Ok. Beaucoup de gens veulent retirer du pouvoir euh, le président, qui est devenu un peu un dictateur. Si on écoute Trump, euh, comment dire, c'est un peu délicat de parler de troisième guerre mondiale, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent maintenant. C'est une option sûre ou sans danger, hein, d'attaquer la Syrie, mais je pense qu'il y a aussi la pression de la communauté internationale. Trump, malheureusement, n'a pas une compréhension totale et claire des affaires internationales. Il est en pleine contradiction avec lui-même. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il est plein de contradictions. La politique étrangère, foreign policy, statement, une déclaration. To be involved in something, c'est être impliqué. Okay? At the same time, en même temps. It's like we say in French, in the same time. Les armes nucléaires. I forgot how Bush was saying it. It's so weird. Nuclear. Yeah, I think it was like that. C'est très facile de les distraire avec le départ d'Assad, l'attaque d'Assad, la guerre des rebelles avec le gouvernement. On essaie de distraire les Américains, mais de quoi exactement? Eh bien, du gouvernement de Trump. Le gouvernement Trump, c'est une catastrophe, et donc la Syrie, c'est une excuse pour distraire le peuple. Pardon. Les chiffres du chômage étaient en hausse, c'est de pire en pire, ou alors c'est pire. It's worse and worse, or it's just worse. Ils sont pires qu'avant. Donc, 70 jours du gouvernement de Trump et c'est 70 jours de chaos. Chaos. Une réponse était nécessaire à l'attaque chimique, mais je pense que c'était intentionnel. Voilà. La force aérienne, c'est très difficile d'éviter les civils, hein, quand on attaque un pays. Donc le territoire syrien, il y a encore pas mal de civils.
Et il ne voudrait pas mettre l'armée américaine sur le territoire syrien, ou sinon ça serait la fin du jeu, endgame. Le coût de l'action est très cher. Entamer une guerre, une action militaire contre la Syrie, eh bien, ça veut dire que on va avoir des problèmes avec la Russie, avoir des problèmes avec peut-être un peu la Chine, mais je pense que c'est important de comprendre les conséquences d'une action ou de plusieurs actions. Comment on peut savoir ce qu'on doit faire? Je ne pense pas que la situation va durer. Donc dès demain, dès lundi, je pense que tout va se calmer. Il n'a aucune organisation. Il est chaotique. Okay, c'est une situation chaotique. Donc la non-ingérence. Qu'est-ce que c'est la non-ingérence? C'est le fait de ne pas rentrer dans un territoire. Donc il y a le droit international, les territoires, le droit aérien, le droit du sol aussi. Généralement, les personnes qui veulent voler un avion, hein, qui veulent conduire un avion, euh, doivent faire attention au territoire étranger. Si on n'a pas l'autorisation de voler sur un territoire étranger comme à la Russie, eh bien, on peut avoir des problèmes. Voilà. Ils peuvent avoir l'excuse de détruire l'avion, surtout en Russie, ils l'ont fait déjà. La non-ingérence, c'est la non-pénétration d'un territoire étranger. Voilà. Euh, Donald Trump disait qu'il ne voulait pas être le gendarme du monde, mais il l'est devenu, hein, il a continué la tradition. Comment Daesh reste en vie? Okay, comment Daesh trouve les armes? Daesh a le soutien de plusieurs pays. Il est soutenu par les États islamiques, par l'Arabie saoudite, donc l'Arabie saoudite. Il a le soutien des princes, le soutien de l'Irak, l'État islamique. Nous pensons qu'ils sont des barbares, des animaux. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a une organisation qui est très bien gérée derrière. Ils ont bombardé des civils, donc ils ont cette réputation de vraiment tuer tout ce qui bouge. C'est très difficile de les battre ou de les vaincre. On avait parlé du parrain, la deuxième partie du parrain, avec la famille qui avait tenté d'ouvrir un casino à Cuba. Et ils ont échoué parce qu'il y a eu des menaces, une explosion. Et je pense que quand on arrive à un certain niveau de pouvoir, que ce soit un pouvoir corrompu ou un pouvoir politique ou un pouvoir économique, eh bien la réalité c'est qu'on peut mourir. On peut mourir pour avoir découvert certaines choses, pour gagner très bien sa vie, pour être un compétiteur ou une compétition. Donc, si on n'a pas peur de mourir, eh bien on peut, si on peut, hein, on peut avoir la possibilité d'aller très loin ou de se faire tuer. Voilà. Donc en politique, c'est une réalité. Dans le business, dans les affaires, c'est une réalité. Très grosse réalité. Voilà. Donc si on n'a pas peur de mourir, il n'y a aucun pays qui est démocrate. La démocratie, c'est une idée élégante, mais qui n'est pas vraiment respectée. J'aime le système suisse pour son système de semi-représentation et représentation directe. C'est l'un des rares pays où on peut trouver encore ce genre de système. Nous avons, en fait, ça vient du Daily Mail, bon, c'est un torchon, on l'a dit, hein. Et on voit que nos ennemis, en fait, sont expliqués par les médias. Il faut faire attention aux médias, on sait qui aiment provoquer des émotions intenses. Ici, je me souviens plus ce qu'on avait dit. Donc, les attaques du 11 septembre, on ne va pas dire 9/11, on va dire the attacks of the September 11th. Okay. L'Iran est notre ennemi. A contract is un contrat. A million, un million. A billion, un milliard. Donc ma sœur dont j'avais parlé ou dont j'ai parlé avant, ma sœur dont je t'avais parlé, c'est même mieux de dire ça, dont je t'avais parlé, lit le Daily Mail, c'est un torchon. Okay. Et là, je ne sais plus de quoi on avait parlé. C'est difficile de défaire, to undo something, to move something.
Ils ne voient aucune chance d'obtenir un emploi. Notre combat contre. Ils soutiennent notre combat contre. Le monde est en train de péter un plomb. Tu go nuts. Tu sais, là, regarde, on va essayer de regarder un truc. On va regarder le monde. Ça, je suis en train de regarder les prix pour les vols pour le Japon. Donc, on va regarder le monde. J'espère ne pas avoir le hockey. I hope to not have the hiccup. Ok, le monde, si tu arrives. Ce serait génial, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, état d'urgence en Égypte. Donc, on a un autre problème, c'est l'Égypte, avec 2 attentats meurtriers. Et voyons un peu si on nous parle de la Syrie. Filons Paris. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me soutenir. Les économistes craignent de ne pas se faire entendre. 5 informations à retenir du week-end. Donc ici, les élections se rapprochent, hein, donc c'est très important. Et là, on va essayer de voir international. Chronique de la présidence Trump, État islamique, Europe, Proche-Orient. Ok. Non, pour le moment, on n'a plus rien. Donc tu avais bien raison. Deuxième homme placé en garde à vue après l'attaque de Stockholm. Trump en Syrie, une démonstration de force en trompe-l'œil. Le raid anti-Assad de Trump révèle moins un changement de politique qu'une absence de contrepoids au Pentagone dans le processus de décision. Aïe, 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 ça s'est un peu ralenti. Voyons un peu ce que ça va donner la semaine prochaine. Pour le moment, en France, on a les problèmes de la politique avec les élections. Et puis, moi j'aime bien le monde, c'est assez résumé. J'aime bien le format papier également. Encore des problèmes avec les formats digitaux. Ah, il faut que je télécharge Flash. Je le ferai plus tard. Donc euh, c'est quand même intéressant. J'aime le format digital, mais je préfère le format papier. Voilà. Donc Simon, on se voit mardi. J'espère que tu as passé un très bon week-end. Et puis, continue à étudier le français. Tu vois, je t'ai mis des petites choses en plus. Et puis, si tu as des questions ou des suppositions, hein, si tu as des idées d'articles à commenter, fais-le moi savoir. Ok? Très bientôt, à mardi. Au revoir.